C'est une étude que nous avons réalisée pour le compte de la Direction Générale des Entreprises. Donc elle est disponible en intégralité, version complète, gratuitement, sur le site de la DGE, publication et section tourisme. Donc je vais vous présenter quelques enseignements clés qui en sont ressortis et qui, j'espère, pourront alimenter votre réflexion, que vous soyez aujourd'hui dans un potentiel porteur de projet ou que vous vous intéressiez au secteur en tant qu'observateur. Alors, donc, la mission, voilà. Merci effectivement pour le petit instant promo. Donc voilà, dans les objectifs qui nous avaient été confiés, donc on avait deux enjeux. On avait tout d'abord d'identifier, de faire un diagnostic en un mot, donc identifier, analyser, mesurer les axes d'innovation dans le tourisme et améliorer la compétitivité des acteurs français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation, on ne doit pas la penser uniquement comme aller disrupter, mais aussi contribuer à l'écosystème du tourisme au sens large. C'est ce qu'on a évoqué ensemble autour de la table ronde. L'idée également était de formuler des préconisations, bien entendu, pour favoriser le développement et la diffusion de l'innovation. Alors pour ça, on a développé toute une série de méthodes, je vais vous présenter juste après. On a eu également beaucoup d'entretiens avec des décideurs, que j'en profite pour remercier. Alors, comment on a fonctionné ? Donc ce que je vais vous présenter, ça va être un bilan, un panorama de l'innovation dans le tourisme aujourd'hui en France. Comment on a fonctionné ? On a d'abord identifié des entreprises qui innovent dans le tourisme, donc via plein d'approches. Quelles entreprises vont être présentes dans les différents écosystèmes, les incubateurs, les accélérateurs, les écoles, pour certains peut-être d'entre vous aujourd'hui. Les portefeuilles d'investisseurs, donc vous êtes un gros private equity, dans quoi vous allez être investi et ce que vous allez avoir en portefeuille des sociétés du tourisme, des rapports, des articles de presse, des enquêtes auprès des professionnels, les réseaux sociaux, notamment B2B, LinkedIn, etc. Et pas mal d'outils de data scrapping, c'est-à-dire on a des robots qui recherchent sur Internet des informations et bien sûr de la recherche. On s'est benchmarké. Alors tout à l'heure, c'était précisément notre sujet. On a choisi deux pays. On avait choisi deux pays en Europe pour garder quand même un périmètre de comparaison moins éloigné culturellement peut-être de nous que la Chine, par exemple, voilà, qui est un vrai sujet aujourd'hui également. Mais déjà pour voir un petit peu ce qui se faisait en Europe. Ensuite, donc, on a qualifié, c'est-à-dire qu'on a recherché les caractéristiques de toutes ces différentes entreprises qu'on a identifiées. Est-ce qu'elles innovent dans l'hébergement, dans les monuments, le tout, est-ce qu'elles font du C2C, du B2C, etc. On a fait des modèles également pour essayer d'identifier, en fonction des catégories d'entreprises, quels étaient leurs taux d'innovation, pour essayer de comprendre quelle était la volumétrie, c'est quoi aujourd'hui le nombre d'entreprises qui innovent dans le tourisme en France. Ensuite, on a fait des entretiens approfondis, on a fait un diagnostic et des préconisations, je vous détaillerai ça tout à l'heure. Déjà, un premier mot sur le paysage de l'innovation touristique en France. Qui innove en France ? Déjà, et là, je pense que ça va faire une vraie rupture justement avec cette image, beaucoup d'entreprises qui innovent sont des entreprises touristiques traditionnelles. Ce sont des compagnies aériennes, des hôtels, des restaurants, des structures existantes. Et en grosso modo, on va en avoir 10% qui vont développer ce qu'on pourrait qualifier d'une innovation, soit rarement de rupture, enfin disruptive, soit plus généralement une innovation incrémentale qui va venir contribuer à leur écosystème et être une vraie nouveauté à l'échelle du secteur. On a également des entreprises qui sont externes au tourisme. Et ça, c'est très important, je reviendrai sur le sujet. C'est-à-dire que vous avez par exemple, voilà, des sociétés informatiques, des portails web, du conseil en communication, différents profils d'acteurs qui peuvent développer des innovations spécifiques au tourisme et qui donc font partie de cet écosystème aujourd'hui. Dans l'ensemble, on considère, donc, date de l'an dernier déjà, mais qu'il y a 35 000 à 40 000 entreprises françaises aujourd'hui qui innovent dans le tourisme. Donc, par innovation, je fais une parenthèse, on va considérer beaucoup d'innovations parce qu'aujourd'hui en France, et c'est notamment le cas dans des acteurs publics, on pense beaucoup numérique. L'innovation, elle n'est pas que numérique, c'est aussi des services, c'est aussi des produits, c'est aussi une autre démarche du développement durable, qu'on soit responsable, etc. Donc il y a différentes formes d'innovation, on va revenir sur le sujet. Le profil de ces entreprises qui innovent. Alors,
comment on a fait? Donc, je vous ai présenté un petit peu la démarche. Donc, en termes de volumétrie, les chiffres que je vais vous présenter sont basés sur un échantillon. Donc, on a identifié et qualifié plus de 1000 entreprises qui innovent dans le tourisme via donc, plus de 550 investisseurs privés, des écosystèmes de l'innovation, etc. Sur cet échantillon, déjà, ça nous permet d'identifier la géographie de la France qui innove dans le tourisme. Et alors, moi, j'aime beaucoup cette carte parce que, en fait, elle montre bien la fusion, entre guillemets, entre la carte de la France créative, on a ce qu'on appelle la France créative, celle des grandes métropoles, qui sont les endroits où on va avoir beaucoup de start-up, beaucoup d'innovation, beaucoup de création, et celle de la France traditionnelle du tourisme, qui va également être innovante. Par exemple, voilà, vous prenez les Alpes, les deux Savoies tout particulièrement, vous allez avoir beaucoup d'innovations touristiques, autour bien évidemment du ski, la neige, mais pas exclusivement. Et donc cette carte, finalement, fait une synthèse entre l'empreinte territoriale traditionnelle du tourisme et celle des métropoles créatives. Alors, évidemment, c'est un constat qui s'applique au tourisme comme beaucoup d'autres secteurs. L'innovation souffre un peu de cette macrocéphalie parisienne qu'on dénonce parfois, c'est vrai. 50% des entreprises qui innovent dans le tourisme sont en Île-de-France. Et là-dedans, on a un tiers Paris intramuros. Mais pour autant, il y a des vrais pôles d'activité spécifiques qui ressortent. Et évidemment, les Alpes-Maritimes en font partie. Vous avez également le Rhône. Vous voyez ici en rose, en fait, vous allez retrouver ce qu'on a les métropoles d'équilibre, qui en général vont représenter entre 2 et 8% à l'échelle départementale du total de la population des entreprises qui innovent dans le tourisme. À l'inverse, d'ailleurs, vous avez certaines métropoles qui sont un peu sous-représentées, type Toulouse, Strasbourg, qui ont choisi d'autres secteurs spécifiques, plus industriels, en termes d'innovation. En tout cas, un fait qui est important, c'est d'identifier, faut dire quand même, on innove à beaucoup d'endroits en France. On n'est pas obligé d'aller effectivement en région Île-de-France. Et notamment, deux régions très fortes sont évidemment Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, qui sont les deux pôles, entre guillemets, champions décentralisés de l'innovation dans le tourisme. Alors, j'ai sorti quelques exemples qu'on peut avoir à Nice pour que vous puissiez incarner. Alors, Monument Tracker, que beaucoup connaissent ici sans doute, qui vont développer des applications mobiles pour permettre de valoriser le patrimoine. Vous avez Sequoiasoft, qui est un gros acteur plus aussi établi, qui va faire des logiciels de gestion. Si on dresse un tableau général, on a beaucoup d'acteurs, mais les Alpes-Maritimes sont assez forts, évidemment, sur ce qui est maritime. Vous avez un service de location de bateaux, un peu plus classique. Vous avez Azure Train, par exemple, qui va être spécialisé dans le traitement, la récupération des eaux pour les plaisanciers. Donc, vous avez aussi de l'innovation produit autour de la mer. On ne parle pas que de la mise en marché. On va traiter l'innovation dans le tourisme. Il faut bien voir que ça peut être du produit aussi, ça peut être du service additionnel, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, donc c'est assez fort autour du maritime. Il y a aussi un petit savoir-faire, un vrai savoir-faire local qui s'est construit autour des hôtels de luxe qui sont bien évidemment très présents sur la côte. Vous avez OneCheck par exemple qui fait des chariots connectés pour les femmes de chambre, donc permet de rester en liaison constante avec l'hôtel. Même chose, vous avez Sweetbeams qui fait de la transmission de contenu sur écran design dans les chambres d'hôtel de luxe. Voilà, en fait, c'est important de se dire, lorsqu'on est un porteur de projet, dans quel environnement je m'inscris, quels vont être mes clients immédiats, et on va tester le marché. Et c'est pour ça, certainement, que vous avez pas mal d'innovations dans ces secteurs-là qui se sont développés dans les Alpes-Maritimes. Alors, je reviens cette fois-ci à un tableau plus national pour continuer donc ce panorama. Plus de 60% des entreprises qui innovent dans le tourisme ont moins de 5 ans. Alors ça veut dire qu'on a beaucoup de bourgeonnement, on a beaucoup d'innovation. En revanche, parfois aller plus loin, de trouver son point d'équilibre et grandir, sont les points d'achoppement aujourd'hui. Vous voulez peut-être une réaction si vous voulez ? Non, je disais que pour être innovant, il ne faut pas avoir de salariés. C'est effectivement pas mal de start-up. Malheureusement, donc vous avez raison, il y a 1 sur 2 qui n'emploie aucun salarié.
Alors il y a une vraie différence, heureusement, on a quand même beaucoup d'acteurs traditionnels qui, eux, vont innover et dans ce cas-là, vont avoir une activité salariée. En revanche, effectivement, vous avez beaucoup de startups qui vont démarrer avec un porteur de projet individuel. C'est pas forcément la meilleure méthode pour réussir non plus. Donc il y a plusieurs logiques selon quel marché on attaque. Alors, les secteurs ciblés par les innovations. Donc, tout ça, ça se base sur cet échantillon de plus de 1000 entreprises qu'on a enrichi, qualifié, on a regardé pour chacune quel secteur est cible. Évidemment, les totaux font plus de 100 parce que quand vous êtes une start-up, vous pouvez cibler plusieurs marchés, c'est possible. Alors, et ça permet de dresser un constat quand même intéressant qui, j'espère, fera réfléchir certains d'entre vous. Vous avez plus de la moitié qui s'adresse aux équipements et aux loisirs, donc les monuments, les musées, etc. À l'inverse, vous en avez que 25%, par exemple, que c'est déjà significatif, mais qui ciblent la restauration. C'est pas une répartition qu'on pourrait attendre compte tenu du poids économique de ces différents secteurs. Parce qu'effectivement, sur les équipements, les loisirs, vous allez avoir beaucoup d'innovations, mais la difficulté pour les acteurs qui sont existants va être de trouver leur modèle économique. Là où vous avez quelque chose qui est déjà plus concentré, par exemple, sur l'hébergement. Donc, il faut arriver à trouver un segment de niche, par exemple, dans les équipements et loisirs, où il y a déjà une offre assez riche. Ça veut dire, ça nous contraint à aller chercher un positionnement produit soit à haute valeur ajoutée, soit avec de la niche, soit effectivement déjà chercher de la masse. Les innovations, les profils de l'innovation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, on a traversé une phase des pionniers. C'était beaucoup de la mise sur le marché. Airbnb, finalement, on avait du parc locatif, des hébergements, on a mis sur le marché. Booking, pareil. Finalement, on a créé des plateformes d'intermédiation. Donc, c'est de l'innovation, effectivement, au sens marketing. On crée un endroit où se rencontre l'offre et la demande. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement fait dans beaucoup de secteurs d'activité. En revanche, il y a seulement, par exemple, 9% des innovations dans le tourisme qui ont trait au procédé à l'organisation. Alors souvent, ça va être des logiciels de gestion pour les établissements. Ça va être effectivement de comment adapter vos produits à votre consommateur. Vous avez également assez peu d'innovation en ce qui concerne le produit. Pourtant, les objets connectés, etc., je vais vous citer l'exemple des chariots connectés, montrent qu'il y a un marché aussi potentiellement pour ça. Même chose, on a assez peu d'innovation finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans l'innovation sociale ou le tourisme durable. Le vrai échange avec les particuliers, c'est pas le cœur de métier aujourd'hui. Un autre facteur qui est important, c'est que du fait de ce qu'on disait, c'est-à-dire on a eu beaucoup de choses qui ont émergé dans la phase de recherche et surtout de réservation. En revanche, vous avez encore très peu de choses sur l'après-expérience, qui est pourtant extrêmement important du point de vue des opérateurs, parce que la fidélisation, pour eux, c'est une clé pour arriver justement à pérenniser leur activité. Donc vous avez beaucoup de choses qui sont développées au départ sur la phase de recherche et de réservation. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on va chercher à enrichir pendant le séjour et le voyage. Donc là, on a un vrai bourgeonnement qu'on constate de l'innovation dans ce domaine. Un autre très saillant, c'est que les innovations dans le tourisme s'adresse beaucoup aux touristes loisirs. C'est-à-dire, vous voyez ce camembert, vous avez 50% des innovations dans le tourisme qui vont s'adresser exclusivement aux visiteurs d'agrément. On va avoir 45 qui vont s'adresser indifféremment parce que finalement, ce n'est pas sensible à quel segment d'activité. Vous en avez seulement 2,9% qui ciblent le segment affaires. Pourtant, le segment affaires, c'est la moitié du business aujourd'hui du tourisme. Et c'est lié aussi effectivement à ce qu'on disait, c'est lié un peu au profil de l'innovateur aujourd'hui. C'est beaucoup comme vous, de jeunes étudiants, de jeunes professionnels qui vont avoir une idée au cours d'une expérience de voyage. J'ai envie de dire, mais n'oubliez pas non plus ce commercial seul dans un hôtel de périphérie à Vesoul venu vendre le lendemain quelque chose à un de ses prospects. Peut-être que lui a tout autant besoin d'aller à la rencontre de locaux ou de quelqu'un qui serait, par exemple, proche sur son réseau LinkedIn, qu'il ne connaîtrait pas. Et il peut avoir tout autant besoin d'innovation dans le tourisme qu'un touriste d'agrément qui va dans une ville nouvelle aujourd'hui à l'étranger. Donc, il y a effectivement un biais, un déséquilibre en termes de profil de touristes ciblés.
Ce qu'on disait aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que très clairement, l'innovation, elle est très orientée B2C. 68% des entreprises qui innovent ont un profil B2C. Alors, il y en a déjà beaucoup, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est 15%. Donc, aujourd'hui, sur 1000 sociétés qui innovent en France, dans le tourisme, vous en allez avoir 150 qui vont être du C2C, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, déjà, un marché en développement. Et encore assez peu sur le C2B. Mais même chose, c'est quelque chose qui pourrait avoir vocation à émerger. Le fait que les consommateurs alimentent, créent de la valeur pour les professionnels eux-mêmes, pour les gens qui vont derrière ajuster leur offre, c'est aussi une opportunité potentielle. Vous avez assez peu d'innovations qui sont d'ailleurs aussi B2B, on l'évoquait tout à l'heure avec Amadeus, ou B2B NC, souvent, voilà, l'opérateur, celui qui va pourtant apporter l'offre de service, va être contourné. Dites-vous qu'aujourd'hui, les opérateurs du tourisme, leur problématique, elle est de conserver des perspectives de croissance et de ne pas abandonner la valeur ajoutée dans la nature, que ce soit de la data, que ce soit du suivi client, et que c'est voilà ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Bernard, la collaboration qui est certainement l'avenir. Il ne faut pas les écarter de votre réflexion initiale. Les entreprises qui innovent enfin en France aujourd'hui sont principalement numériques, donc très tournées vers le logiciel, aussi beaucoup vers l'app mobile, hein. Assez peu vers la data, on en parle beaucoup, on n'en fait pas tant que ça encore. Donc voilà, il y en avait certains qui étaient exposants aujourd'hui, et je pense que c'est un segment d'avenir notamment, mais pas que, il y a de la place pour tout le monde. On innove aussi relativement peu finalement sur le service hors numérique ou les équipements. Innover dans le tourisme, ça peut aussi être via du device ou via de la relation interpersonnelle. Donc sont autant de segments porteurs d'opportunités aujourd'hui. Alors, commenter quelques bonnes pratiques de soutien. Alors, on avait déjà un peu commencé tout à l'heure. Ah. Exactement. Donc, on avait déjà un petit peu commencé tout à l'heure à évoquer ces sujets sur la comparaison internationale. Donc, je vais passer rapidement dessus. Vous avez tous les éléments dans l'étude plus complète. Si on regarde l'Allemagne, on a avec le Deutscher Tourismusverband, donc une association qui fédère tous les acteurs du tourisme et non pas les agences de voyage versus les hôtels versus les croisières, etc. Et qui a parmi ses rôles celui de diffuser l'information et de diffuser de la data. On a aussi des programmes d'aide à l'innovation pour les PME qui sont non spécialisées aux technologies, parce qu'en France, on pense beaucoup start-up. La croissance et les emplois viennent aussi des PME et de ce qu'on appelle les ETI, les entreprises un petit peu plus grandes, qui peuvent avoir ce besoin, ce souhait d'innover, aujourd'hui qui vont le faire en interne, en général toutes seules, sans aucun accompagnement. Donc c'est aussi quelque chose qui mérite réflexion. Enfin, et ça existe aussi pour le coup maintenant aussi en France, c'est Gründerwoche Deutschland, qui est une semaine dédiée aux startups allemandes. Donc le côté, on fait de l'événementiel autour de l'innovation, on fait connaître. En Espagne, donc dont on parlait tout à l'heure, voilà, ils ont créé un organisme qui s'appelle le Segitour, dont le rôle structurant est de promouvoir l'innovation, de faire le lien aussi entre les nouvelles technologies et la promotion touristique. C'est-à-dire on pense la promotion avec le biais de l'innovation. On se dit comment l'innovation va servir à mieux promouvoir notre territoire à l'étranger et à mieux vendre nos acteurs touristiques et nos produits. Ils ont également donc mis en place ce qui s'appelle Destinos Intelligentes, qui s'appuie sur les destinations, avec l'objectif de tout un programme qui va permettre de stimuler l'innovation dans les destinations et avec l'objectif de créer des services hautement compétitifs. Également, un programme qui est intéressant, c'était Emprendetour, qui existe depuis maintenant ça fait plus de 5 ans. Et donc, c'est une ligne budgétaire dédiée dans le secrétariat d'État au tourisme pour l'innovation dans le tourisme. Donc, on a des lignes budgétaires beaucoup plus importantes que ce qui existait évidemment chez nous pour soutenir financièrement des startups à l'échelle nationale. On a aussi regardé ce qui se faisait dans d'autres secteurs, parce qu'il y a des choses qui se passent intéressantes dans d'autres secteurs, notamment le retail, qui est assez pionnier, et l'économie collaborative au sens large, pas exclusivement tourisme. Dans le retail, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'écosystèmes qui sont portés par des acteurs privés.
Silicon Bay, par exemple, pour le groupe Beaumanoir. Vous avez Look Forward également. Vous avez le PICOM, qui est même un pôle compétitivité, voilà. Donc un échelon supérieur, entre guillemets. Et vous avez donc beaucoup d'acteurs privés qui vont être très dynamiques. Vous avez l'accélérateur des Mulliers à Lille. Donc vous avez des acteurs privés qui vont s'impliquer beaucoup plus financièrement, qui vont proposer des solutions d'accélération. Parce que je reviendrai sur le sujet, on est bon dans l'incubation, l'accélération, un petit peu moins. Et donc, on va pouvoir, avec ces acteurs privés, avoir des tickets beaucoup plus gros, avoir accès à des données réelles, donc faire des tests in situ, voire on prend les données de, par exemple, ces showrooms privés, qui a aussi son propre incubateur. Ils permettent à des startups d'aller tester en situation réelle leur concept. Vous avez l'économie collaborative, donc par exemple, un autre exemple assez concret, c'est dans Leroy Merlin, donc, qui a mis en place donc, des Fab Labs, toujours dans cet écosystème un peu Mullier, qui a mis en place des Fab Labs, où en fait les étudiants, les startups vont pouvoir venir créer leurs produits in situ, le tester et le développer dans leur environnement. Donc c'est des formes d'accompagnement qui vont un petit peu plus loin que l'hébergement d'entreprise, qui a tendance à être un petit peu, voilà, ou le soutien plus général au savoir-faire générique de l'entreprise, le recrutement, la compta, etc., qui va être ce qu'on va trouver plus fréquemment dans un certain nombre d'écosystèmes. Donc voilà, il y a quelques enjeux importants en termes d'accompagnement de l'innovation touristique en France aujourd'hui, c'est avoir plus cette vision globale, au moins européenne en tout cas, donc pour ça atteindre une taille critique et pouvoir assurer une meilleure intercommunication entre les écosystèmes, mieux tirer parti d'atouts qui vont être sous-exploités, notamment la connaissance territoriale, les réseaux, ça je reviendrai dessus, aller un petit peu plus loin en termes d'accompagnement, pas faire que de l'accompagnement à la constitution de dossiers de financement, et surtout, mieux accompagner les entreprises après leur phase de lancement. On a beaucoup d'offres d'incubation, donc jusqu'à grosso modo 2 ans d'existence de l'entreprise, beaucoup moins de choses en revanche après sur la phase d'accélération. Donc on encourage les jeunes pousses, mais pas les moyennes pousses lorsqu'elles commencent à grandir et pourraient générer des emplois ou devenir des futurs champions français. Donc voilà, si on regarde un peu ce qui se passe en France, vous aurez tous les détails dans l'étude si vous le souhaitez. Donc il y a beaucoup de profils d'écosystèmes, vous avez des incubateurs mixtes, vous avez quelques pôles de compétitivité, mais pas spécialisés dans le tourisme, vous avez des incubateurs de grandes écoles, d'entreprises, des accélérateurs, accompagnement porteur de projets, vous avez beaucoup d'éléments de soutien. Un point entre guillemets faible, c'est que vous avez des écosystèmes. Alors, vous avez un excellent mariage territorial, ça on peut vraiment s'en féliciter, mais donc on a beaucoup d'endroits pour aller créer sa start-up en France, dans le tourisme, mais ils sont fragmentés. C'est-à-dire que c'est des écosystèmes qui ne vont pas être spécialisés tourisme. On a assez peu d'acteurs aujourd'hui qui vont avoir cette spécialisation tourisme. Alors le plus connu, c'est certainement le Welcome City Lab, mais qui est sur le tourisme urbain exclusivement, à Paris. Vous en avez quelques autres. SNCF qui a lancé Voyageurs Connectés, donc ils ont 5 ou 6 entreprises dans le tourisme et la mobilité qui vont accompagner. Vous avez Voyage Privé qui a lancé les tremplins, qui est pour le coup un accélérateur, donc l'un de ces rares exemples de privés que j'évoquais, qui vont aller un petit peu plus loin. Et donc, du coup, l'une des enjeux, l'une des clés du succès de demain sera d'arriver à mieux mettre en réseau ces différents écosystèmes où on a un vrai savoir-faire local, un vrai maillage territorial et une vraie connaissance réseau, et moins, entre guillemets, de savoir-faire métier. Parce qu'aujourd'hui, l'important dans l'accompagnement, c'est pas uniquement de vous proposer des endroits pour vous héberger, ce sera aussi de mettre à votre disposition des bases de clients, des prospects, des contacts B2B justement pour pouvoir développer votre activité. Il y a vraiment une valeur ajoutée disponible considérable. Voilà, quand on pense, les comités régionaux du tourisme, les offices du tourisme, on en parlait tout à l'heure, à Tout France, il y a beaucoup de missions qui pourraient être très utiles aux porteurs de projets, que ce soit la formation, l'observation statistique, l'animation de réseau, l'ingénierie, la prospective, tout ça ne sont pas forcément bien connus des entrepreneurs et donc ces différentes structures pourraient être demain mieux intégrées au dispositif. Voilà, il y a un vrai besoin, clairement, qui remonte aussi de partage et de communication. Je passerai rapidement sur les financements, mais pour le coup, s'il y en a que ça intéresse, il y a des volets un peu plus techniques dans l'étude où vous avez quels sont les différents outils de financement de la BPI ou d'autres. En quelques mots, on a quand même maintenant quelques éléments
de financement dédiés qui commencent à émerger. Il y a eu la foncière développement tourisme, plus sur le volet immobilier par foncière des régions. Vous avez le Fonds France Investissement Tourisme qui a été lancé par BPI France et qui a déjà soutenu quelques premiers projets comme le Slow Living, qui sont un concept d'auberge de jeunesse basé à Lyon, qui sont soutenus financièrement et qui est aujourd'hui en train de développer de nouvelles unités. Et vous avez aussi des approches plus locales, comme la Banque du Tourisme qui a mis en place un système un peu comparable à ce qu'ils avaient fait dans l'agriculture, avec un mentoring. Donc vous avez un professionnel du tourisme qui va vous accompagner, mais ça c'est exclusivement mis en place en Pyrénées-Gascogne. Donc c'est des choses qui ont vocation à certainement se développer. BPI France, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Disons qu'ils ont une offre extrêmement riche et très diversifiée. Aujourd'hui, ils ont mis en place un portail qui vous permet de bien identifier en fonction de votre besoin quel dispositif vous correspond et auquel vous êtes éligible. Donc, vous pouvez aller voir sur leur portail. D'ailleurs, c'est un bon benchmark vis-à-vis de ce qu'il faut faire à l'échelle de la France. Et ils ont différents outils importants, non seulement en termes de financement, mais aussi d'événementiel et d'accompagnement. C'est deux volets très importants également. Donc, en quelques mots, on a une multitude de financements publics, des dispositifs fiscaux, des organismes, des échelons locaux, européens, etc., des investisseurs privés aussi. Mais finalement, il manque encore quelque chose. On a beaucoup de dispositifs publics, et certains qui vont être extrêmement avantageux, mais qui ne sont pas assez connus, qui ont des tickets souvent un peu faibles. Et je cite souvent l'exemple qu'on a eu lors de cette étude. On a une start-up qu'on avait interrogée, je n'en aimerais pas, mais qui nous disait, voilà, nous, on avait bénéficié d'un dispositif public. On a eu les sous, donc c'était un petit ticket en plus, entre 20 et 50 000 euros. Et finalement, donc on l'a eu, et quelques mois après, on nous a dit, vous n'avez pas justifié de l'utilisation des fonds, donc les aides dont ils ont bénéficié pouvaient leur être retirées. Et ça a été une vraie problématique pour les structures d'accompagnement. Et c'est un vrai sujet pour vous, si jamais vous mettez entre guillemets le droit dans l'engrenage, il faut aussi faire attention au suivi. Ça concerne beaucoup les structures publiques d'ailleurs, parce qu'effectivement la problématique c'est qu'il faut arriver à proposer quelque chose qui corresponde aux besoins de l'utilisateur. Donc ça c'est un point auquel il faut être vigilant, le suivi. Il y en a d'autres qui nous ont dit voilà, nous on a été refusés, on ne sait absolument pas pourquoi, enfin on pensait ne pas savoir pourquoi et en fait c'est parce qu'un tel a fait jouer son réseau au niveau du COMEX, de décision, etc. Il y a un besoin, et ça c'est pour les collectivités, un besoin de transparence, donc communiquer sur les critères d'obtention. Quels sont-ils? Pourquoi vous avez été refusé? À quelle étape est votre dossier? Ça, c'est extrêmement important pour les porteurs de projets. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont tout simplement méconnus, donc il s'agit de mieux les communiquer. Il s'agit aussi qu'ils soient englobants, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises qui innovent, qui sont soit des entreprises qui vont être complètement extérieures au secteur. Donc c'est une société, au départ, c'est une société informatique. Si vous êtes une société informatique, vous n'êtes pas dans le code NAF entreprise du tourisme, donc vous n'êtes pas éligible. Réciproquement, si vous êtes une entreprise du tourisme ancienne, un hôtel, un hébergement, vous avez beaucoup d'ancienneté, et vous n'êtes pas une entreprise en jeune création. Donc vous vous retrouvez avec des dispositifs qui sont pour des entreprises jeunes dans le tourisme. Là, on a des entreprises jeunes pas dans le tourisme et des entreprises dans le tourisme avec un peu d'ancienneté. Donc évidemment, il s'agit d'assouplir les dispositifs et de finalement centrer sur est-ce qu'on innove vraiment du point de vue de l'utilisateur. Et c'est ça qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une vraie problématique. On était sur des montants trop faibles. Les tickets, là, maintenant, il y a des fonds qui ont été mis en place, comme le fonds investissement tourisme, qui permettent d'aller sur des tickets beaucoup plus importants et donc que ça vaille plus le coup pour vous, en tant que porteur peut-être de projet, d'aller les chercher. Alors, en termes de préconisation d'action, donc on a fait toute une série de préconisations, vous les retrouvez là aussi dans le rapport. Donc la première, c'est d'améliorer la lisibilité des financements publics, donc mettre en place un portail unique, parce qu'aujourd'hui la BPI fait ce travail, mais uniquement pour ses propres produits. Donc
Vous pouvez en fait tout à fait avoir une aide de l'ADT du 94, de la CCI du 06 ou d'un pôle de compétitivité. Et au final, les différents échelons ne sont pas agrégés du point de vue user-centric, comme on a l'habitude de dire nous dans nos métiers. Donc voilà, c'est une première démarche. Ensuite, voilà, élargir les critères d'obtention de financement au caractère innovant pour l'utilisateur, je suis déjà évoqué. Être plus proactif en termes de marché public, et là ça rejoint peut-être ce que vous disiez en termes de financement, c'est-à-dire on met beaucoup de dispositifs de financement, peut-être qu'il est plus intéressant de mettre en place des marchés publics, parfois où on va structurer un besoin national avec la possibilité aux différentes structures locales de se plugger sur le besoin. Financer des actions opérationnelles, ça c'est quelque chose que tous les porteurs de projets nous ont beaucoup demandé. On voudrait plutôt avoir de l'aide au développement, qu'on me finance la traduction de mon site en plein de langues. Après tout, quel meilleur moyen d'encourager l'internationalisation que de financer la traduction de différents sites. Le premier salarié, ça, il y a des dispositifs notamment intéressants qui existent dans les dom-tom et qui ne sont pas trop exploités pour les structures touristiques de l'innovation. Voilà, il y a plein d'éléments. Et surtout, un facteur important, c'était mettre en place un dispositif licorne. Aujourd'hui, quand on parle à des gros investisseurs avec des tickets importants, des XNDM, des 1, 2, 3 Ventures, etc., ils disent, nous, finalement, ce qu'on regarde au départ, ce qu'on regarde pour savoir si une entreprise vaut le coup de remettre de l'argent dedans pour financer sa croissance, c'est quels sont ses KPIs, ses Key Performance Index, et quel est leur volume d'utilisateurs journaliers, leur volume de transactions, etc. L'idée, c'est qu'au niveau public, on ait un peu cette même démarche, qu'on n'ait pas des dispositifs où à chaque fois, il faille candidater, mais plutôt qu'on dise, à partir de tel élément, on définit des objectifs au départ, et s'ils sont atteints, on a des nouveaux rounds de financement qui peuvent se déclencher automatiquement pour aller chercher de la croissance très rapide. Parce que le timing, et ça c'est extrêmement important pour ceux d'entre vous qui ont un projet, c'est clé. On aime bien citer l'exemple de... il existait au début des années 2000 une entreprise qui avait développé quelque chose qui s'appelait le vidéo en streaming, qui avait levé beaucoup de fonds et qui n'a pas trouvé, à l'époque, le réseau était extrêmement lent aux États-Unis notamment, donc vous ne pouviez pas avoir assez de puissance et de débit pour que ça fonctionne. Et ils ont mis les clés sous la porte l'année où une entreprise qui s'appelait YouTube a été créée avec exactement le même produit. Et donc c'est pour ça que ça met en exergue le fait que le timing est absolument clé lorsqu'on conçoit un produit, le time to market, voilà exactement. Et donc c'est important pour vous de vous dire, est-ce que mon produit arrive au bon moment et quel est le besoin de mon client final, quel est le moment où mon client final aura son besoin. Donc l'open data dans le tourisme, il y a tout un volet effectivement qui est censé être communiqué bientôt sur le volet data tourisme, mais qui est déjà en partie sur le site de la DGE. Enfin, il s'agit aussi donc de permettre une meilleure appropriation des innovations par les opérateurs touristiques. Donc l'idée, c'était d'encourager l'innovation in situ, que les opérateurs puissent tester dans des bases de data, etc., de mettre en place un comité d'early adopters, alors que ce soit Amadeus, que ce soit Air France, etc., sur l'aérien, que ce soit des gros acteurs ou des franchisés un peu dynamiques, des groupes locaux très dynamiques qui peuvent avoir le lead là-dessus, pour faciliter le test aussi des différentes innovations. Structurer des groupements d'entreprises, ça c'est quelque chose que vous, en tant que porteur de projet, vous pouvez réfléchir aussi au niveau local. C'est dire, moi j'apporte une innovation en tant que start-up, quelles sont les autres start-up autour de moi avec lesquelles je peux me joindre pour proposer une offre clé en main à mon consommateur ou à mon client final B2B. Et ça peut effectivement être une démarche qui permet d'apporter quelque chose de très seamless, comme on dit, tout au long du parcours de voyage, et qui peut faire la différence. Il s'agit aussi d'assouplir les conditions d'adhésion aux organismes du tourisme, parce qu'évidemment, si vous êtes une structure aujourd'hui d'informatique, vous n'êtes pas forcément présent, et si vous avez développé une innovation dans le tourisme, vous avez quelque part un besoin. Enfin, donc renforcer la visibilité des entreprises innovantes, la mise en réseau. Donc l'idée, c'était de mettre en place un outil de veille sur les startups. Donc au niveau local, on remonte l'info
dans les écosystèmes, quelles sont les startups qui se créent, parce que ça c'est quelque chose qu'on maîtrise mieux au niveau local. Faciliter l'accès au salon, sachez que c'est quelque chose qui existe. Vous avez, alors ça a été communiqué pas mal par la French Tech, il y a aussi des choses qui sont disponibles auprès de Bercy. Vous pouvez avoir des aides, des acteurs qui vont financer votre présence sur un salon, que ce soit à Las Vegas ou que ce soit des salons de tourisme, le MIPIM pour ceux qui font de l'immobilier, etc. Donc c'est possible. Favoriser les rencontres de l'innovation à l'échelon local. Vraiment pour les collectivités, voilà, comme aujourd'hui. C'est vraiment on peut d'ailleurs féliciter Jean-Bernard pour le dynamisme et la démarche qui est assez innovante quand même, il faut le souligner en France aujourd'hui. Et enfin, voilà, améliorer l'accompagnement, donc c'était faire plus d'écosystèmes thématiques. Aujourd'hui, le Welcome City Lab, c'est du tourisme urbain, quid du tourisme littoral. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de l'Espagne. L'Espagne, eux, ils ont structuré des écosystèmes thématiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir vous pouvez être dans l'écosystème du tourisme nautique et être à plusieurs endroits différents en Espagne. Vous pouvez être à la fois, c'est comme si vous étiez à la fois à Telecom Valley et dans le réseau national du tourisme nautique en France, et vous allez partager des infos avec tous les acteurs du tourisme nautique. Voilà, c'est créer une chaîne d'accompagnement, aller à l'international, assouplir la législation un peu sur les agences de voyage, il y a des sujets techniques là-dessus. Voilà, puis des sujets plus sur l'outre-mer qui étaient spécifiques. Je vais plutôt passer rapidement et puis vous laisser poser quelques questions si vous le souhaitez.